Bonjour, bienvenue pour la rétro et pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Cette semaine encore et toujours, on se fait plaisir. Lundi, on commençait avec une discussion littéraire en compagnie de Roger Bucher. L'écrivain nous présente son deuxième ouvrage intitulé Ombre. Mardi, on monte sur scène avec Le Gard. Le groupe amateur rôlois présente le squat du 1er au 13 juin au Casino Théâtre de Rolles. Mercredi, en milieu de semaine, rencontre entre le Phare et le Collège de Nyon-Marans pour la création d'une collaboration artistique. Ça s'appelle Autobiographie des affects. En fin de semaine, plongée dans le reportage photo de Diego Saldiva au cœur des États-Unis, en Virginie. Interview littéraire autour du deuxième ouvrage de Roger Bucher qui nous présente Ombre aujourd'hui avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est votre deuxième roman après L'arme d'exil. Alors en quelques mots, Ombre, de quoi parle ce livre? Ombre, en fait, c'est comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est deux personnages qui se rencontrent et qui ont un certain vécu, les ombres en l'occurrence, qui traînent un peu derrière eux et puis qui se rencontrent dans des circonstances assez tragiques. Ouais, c'est un livre qui est assez touchant, très très fort. Hein. Ça commence très très fort avec un fait divers, vous me disiez. Un fait divers que j'ai un petit peu arrangé. Effectivement, c'était peut-être moins sombre, le fait divers en question, mais là je l'ai arrangé d'une certaine manière. Où en fait, si vous voulez, j'ai un but qui est le procès en tant que tel. Et puis, j'essaie de m'approcher de ce but en racontant les histoires de deux personnages qui vont se rencontrer. Alors forcément, vous avez travaillé la psychologie des personnages, mais vous allez très loin dans cette recherche. Comment est-ce que vous avez fait cette recherche? Sur quoi vous vous êtes basé? Comment vous avez travaillé ce livre et cette écriture? Bon, j'ai commencé, disons simplement, par ce que je fais, c'est alors je travaille sur plan, bien sûr. Je n'arrive pas à écrire comme ça à la suite. Hein, donc, je fais un plan très élaboré. Ensuite de ça, je me pose chaque fois la question du pourquoi, comment est-on arrivé là. Et puis j'avais deux personnages qui me tenaient à cœur, Lucas en l'occurrence, et puis la commissaire Carla Lovizara. Et ces deux personnages, si vous voulez, je devais faire en sorte qu'à un moment donné, ils se rencontrent et ils s'opposent quelque part. Donc voilà, c'est de là, j'ai brodé là autour, si vous voulez. Ouais, alors dans le livre, il y a aussi peut-être une petite anecdote, mais c'est vrai que ça m'a fait penser quelque chose, c'est vous faites référence à Camus. Là, peut-être que ça fait un lien par contre à votre premier ouvrage avec toute cette thématique de la migration. Est-ce que c'était voulu avoir comme ça peut-être des petites piqûres de rappel? Alors les piqûres de rappel, Camus, ça a toujours été mon auteur préféré. Donc quelque part, on met toujours quelque chose de personnel dans un livre. Donc effectivement... comme j'aime beaucoup Camus, je l'ai cité. Si vous avez lu aussi peut-être un passage où il y a un prof qui dit à son élève écoutez Bucher, il faut arrêter d'écrire, vous avez un style lourd, inélégant. C'est quelque chose que j'ai. C'est quelque chose qu'on m'a dit, que j'ai vécu. C'est drôle parce qu'il y a un côté très viscéral dans votre livre. On ressent des émotions comme quelque chose que vous avez vécu. Donc ce parcours à la littérature, justement, c'est vrai que l'écriture, elle revient lorsque vous êtes à la retraite. Vous vous orientez vers l'écriture pour le livret de théâtre, notamment, et l'opéra. Qu'est-ce qui vous fait ce passage, justement, entre l'opéra, l'écriture théâtrale et l'écriture d'un livre? L'opéra, j'y suis arrivé un petit peu tout à fait par hasard avec Gérard Demierre, qui m'a proposé un jour, parce que je fais partie de l'ensemble choral de la Côte, et je suis un fan de Mozart, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a aussi un petit texte sur Mozart dans Ombre. Et Gérard Demierre m'a dit écoute, on va faire quelque chose sur le Requiem de Mozart et je sais que tu es fan, est-ce que tu pourrais pas écrire un livret autour du Requiem théâtralisé au Théâtre du Jura? Je lui ai dit ouais, je vais essayer, et puis c'est comme ça que je suis parti en fait sur la scène, si on veut bien dire. Puis ensuite j'ai continué de travailler avec lui et on a mis en route Monroe à Beau-Sobre, au Théâtre de Gland, la correspondance de Frédéric II et Voltaire. Ouais, donc vous n'avez jamais lâché l'écriture, pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît dans cet art? Même quand j'étais dans la banque, en fait, je m'occupais pas mal d'apprentis. Et puis j'avais toujours, bon, en plus de
de l'apprentissage technique, je leur donnais le français, aussi des cours de français. Donc j'ai jamais vraiment lâché l'écriture. Puis c'est vraiment à la retraite que j'ai eu le temps de m'y mettre. Et puis, bon, on a commencé par le théâtre. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi tu lis beaucoup, des romans, c'est vrai que j'en ai des wagons chez moi. J'ai toujours aimé beaucoup lire. Et je me suis dit, pourquoi tu t'y mettrais pas? Pourquoi est-ce que tu n'essayerais pas? Et puis j'ai suivi un cours d'écriture. Et dans ce cours d'écriture, il fallait avoir un projet. Et j'ai eu un projet qui tournait autour d'un L'âme d'exil, mon premier livre. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier, en fait. Ouais. Et là, vous en êtes au 3e, on en parlera d'ici quelques instants. Pour l'instant, on parle de Ombre. Vous avez choisi de nous en lire un extrait. Je vous laisse le livre. C'est le début, en fait, quand Lucas a 13 ans. Donc ça se passe en Haute-Savoie. Lucas Porchet, 13 ans, revenait de l'école de Vieux-en-Sala, bourgade située sur une colline à mi-chemin entre Genève et Chamonix. Le bus scolaire l'avait déposé quelques kilomètres en amont du centre du village, à l'entrée d'un chemin qui traversait le lieu dit le Déluge. Lucas devait encore marcher une vingtaine de minutes avant d'atteindre la ferme isolée de ses parents, située au-dessus de Bogève, au pied du massif des Brasses. Mince et frêle, des yeux bruns et des cheveux noirs bouclés, qui accentuaient encore la pâleur de sa peau, Lucas empruntait ce chemin tous les jours de la semaine. À chaque fois, pourtant, il était angoissé dans cette traverse surplombée d'immenses rochers. Près de 300 ans plus tôt, un pan de la montagne s'était effondré à cet endroit et, dans un déluge de pierre et de terre, avait englouti 3 villages, tuant 34 personnes. Aujourd'hui, on ne devinait plus guère les traces de l'éboulement. De nouvelles maisons avaient été construites un peu partout. Seule une croix rappelait la tragédie. Et au village des Palus, une chapelle avait été érigée en mémoire du cataclysme. Donc Lucas est angoissé, d'autant plus angoissé qu'il a reçu une punition qui va lui amener les foudres de son père, en fait. Et de là, la tragédie va... Ouais, ça va déclencher justement l'histoire. Et puis un autre personnage, Scarla, si j'en parle, c'est parce que justement vous avez choisi de continuer à faire évoluer ce personnage-là dans la suite. Dans la suite, tout à fait, exactement, dans le 3e livre. Donc je ne suis pas encore tout à fait sûr, mais comme c'est un personnage qui me tient beaucoup à cœur... Pourquoi je pense que c'est une personne qui a subi pas mal de tragédies dans sa vie, là aussi, et qui essaye de surnager, si j'ose dire. Donc, voilà. Alors là, elle sera aux prises avec un autre problème de société, qui est celui de l'alcool. Mais voilà. J'en dis pas plus. Ouais, n'en dites pas plus, mais pour qu'on puisse comprendre justement votre manière de travailler, vous travaillez souvent justement avec des problèmes de société. Pourquoi? Qu'est-ce que vous recherchez? Bon, je pense que ça fait partie de la vie aujourd'hui. J'entends donc dans Ombre, on a le harcèlement, on a le viol, on a tout un tas de choses qui actuellement sont, je dirais presque malheureusement, à la une des journaux. Ça fait partie de notre vie actuelle, malheureusement. Et j'avais envie de mettre un petit peu ça, voilà, c'est pas tout rose, c'est pas bisounours, ce qui se passe tous les jours. On a ces problèmes qu'on doit surmonter, en fait. Alors certaines personnes, bon, bien sûr, comme Lucas, ça se passe une fois, mais en fait, ça vous suit toute votre vie et ça conditionne votre manière de penser et de réfléchir. Ouais, des conséquences tout au long du parcours. Ça s'appelle Ombre, c'est aux éditions Jet d'encre. Roger Buchère, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se réjouit de la suite surtout. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Le Gard, groupe amateur rôlois, présente le squat du 1er au 13 juin au Casino Théâtre de Rôle. Découverte avec nos 2 invités, Michel Boyer et Nicole Boyer. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes respectivement le metteur en scène et la comédienne du Gard. Alors en quelques mots, c'est une pièce de Jean-Marie Chevret. Mais pourquoi cette pièce? Parce que en 2019, on avait fait une revue qui avait 13 personnages et qui a demandé 11 mois de répétition. Donc,
on s'est dit que pour la suivante, on allait faire quelque chose de plus petit, c'est-à-dire, et en plus les conjoints en avaient un peu marre qu'ils soient tout le temps sur le plateau, qu'ils soient en répétition. Donc on a décidé de faire une pièce à 6 personnages. Et le Gard est une troupe qui existe donc depuis 1936 et les membres avancent en âge aussi. Donc on trouvait que c'était intéressant d'avoir aussi des jeunes pour renouveler un peu la troupe. Et dans cette pièce, on a donc les 3 jeunes et les 3 vieilles, comme on le dit dans Nicole. Ne me demandez pas qui je suis. La jeune, c'est ça. Nicole, expliquez-nous. Alors voilà, quand vous avez découvert ce texte, quelles sensations à la première lecture? Alors moi, j'avais déjà vu le spectacle à Genève, qui est un spectacle qui est très sympathique et qui est parfait pour une petite troupe. Mais au départ, je n'étais pas censée jouer. Parce que voilà, et je me suis greffée après coup, et je suis ravie de faire partie de cette histoire. Et je pense que ça va bien plaire. Les gens qui ne sont pas sortis depuis longtemps vont avoir du plaisir à venir voir ça. Enfin, j'espère. Ouais. Alors, est-ce qu'on parle du boulevard dans toute sa splendeur, où des portes claquent, les dialogues fusent? Est-ce que c'est le même style? Parce que moi, je ne la connais pas du tout, cette pièce. Non, alors, c'est pas porte-claque, amant dans le placard, comme ça. C'est une pièce, c'est l'histoire de 2 jeunes, un jeune homme algérien et sa copine lituanienne, qui sont à la rue. Et ils ont un copain portugais dont la mère est concierge dans l'immeuble. Et dans cet immeuble, il y a un appartement... Pardon ? Le beau cliché. Oui, voilà. Et il y a un appartement qui n'est pas occupé pendant l'été parce que les 2 personnes d'un certain âge vivent à Osgore, au bord de la mer, pendant l'été. Donc, il les installe dans la chambre de bonne en leur disant « Vous avez le droit que de traverser le salon pour aller aux toilettes et vous doucher. Autrement, c'est chambre de bonne et il n'y aura pas de problème. » Et voilà que ce jeune Algérien décroche un boulot et ils disent « Ouais, ben, on va quand même fêter ça. » Donc ils font une fête dans l'appartement. Donc une pièce... Et les 2 vieilles personnes débarquent. Une pièce festive où 2 univers vont devoir se côtoyer. Ça s'appelle Le Squat et c'est à voir du 1er au 13 juin au Casino Théâtre de Rolle. On regarde un extrait. Alors, le gars revient, mais Nicole, quel personnage est-ce que vous jouez dans la pièce? Alors, je joue une des 2 vieilles, bien sûr. Je joue la gentille, entre guillemets, parce que j'ai une sœur qui est femme de colonel, on ne va pas tout dévoiler, mais qui a un très fort caractère. Et moi, je suis celle qui adoucit pour essayer de dire ça serait bien qu'on les garde. Une pièce qui voyage beaucoup, est-ce que vous avez un accent particulier? Non, si ce n'est notre accent vaudois d'origine. D'accord, un accent vaudois d'origine. Plus sérieusement, on sait que c'est compliqué en ce moment, surtout pour les théâtres, mais vous êtes une troupe amateur, donc la question se pose de pouvoir jouer ou non. Eh bien voilà, on y croit et on a décidé de jouer du 1er au 13 juin. On a lancé la pub, on a lancé la location. Ça marche bien, on est déjà, je crois, 150 places réservées. Et donc, on y va. Il semblerait que donc, les mesures qui sont prévues, c'est-à-dire permettre au théâtre amateur de jouer devant 100 personnes, parce que jusqu'à présent, seuls les professionnels pouvaient jouer. Ouais, donc voilà, alors qu'on y croit, et le 26 mai, le Conseil fédéral nous dira s'il confirme ses prévisions. Et on a envie d'y croire avec vous, mais qu'est-ce qu'il représente pour vous, Nicole, ce retour sur scène? Ah c'est formidable, parce que ça fait 2 ans maintenant, depuis la dernière revue, qu'on n'a rien refait,
qu'on ne s'est pas revus, qu'on manque de contact humain. Les répétitions, c'est formidable parce que c'est chaleureux, parce qu'il y a tout ce qui se passe autour. Moi, j'adore. J'aime autant, je crois, répéter que jouer, parce que c'est toute cette chose qui se met ensemble, qui fait qu'on devient une famille. Et la famille nous a vachement manqué pendant ces 2 ans. Ouais, comment ça s'est passé, justement? Peut-être des répétitions à distance, Michel? Comment vous avez maintenu les troupes? Alors, donc on avait commencé en janvier 2020 et en mars, on a dû tout arrêter. Et en février, moi je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. Donc on a respecté la norme, c'est-à-dire on répétait à 5. La chance de cette pièce qui est à 6 personnages, on pouvait faire, je crois, une majorité des scènes parce qu'on n'était pas plus que 5 dans la salle de répétition. Ouais, c'est un format réduit, c'est ce que vous nous disiez. Ouais. Voilà, on a fait les petites scènes et on a laissé les grandes scènes où il y avait tout le monde de côté. Et ça, on a pu le faire en avril, je crois. Voilà. Ouais. Donc, on est finalement arrivé à mettre bout à bout le spectacle. Alors, on avait saucissonné et puis on faisait les scènes qu'on pouvait faire. On se réjouit en tout cas de redécouvrir le Gare sur scène du Casino Théâtre de Rolles du 1er au 13 juin pour nous présenter le squat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée à vous. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Du 11 au 20 mai, le Phare accueille le collège de Nyon-Marans, ou plutôt l'inverse, pour participer ensemble à la création d'une collaboration avec Marion Turbach. Le projet autobiographique des affects invite les élèves à se réapproprier les récits dans une démarche artistique et collective. On en parle aujourd'hui avec vous, Marion Turbach. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Camilla Jara, bonjour. Tu es élève au collège de Nyon-Marans. Alors, tu as participé à ce projet. Comment ça se passe? Bon, le projet Phare, c'est magnifique. J'aime beaucoup. C'est une expérience unique. J'apprends de nouvelles choses pour moi, pour ma vie, pour tout, en général. Aussi, j'apprends comment utiliser l'Internet parce que le projet, c'est en base sur ça. Ouais, un projet qui est basé sur Internet. Mais Marion, vous pouvez certainement nous en dire plus puisque vous êtes à l'origine de ce projet. Qu'est-ce que vous avez voulu en faire? L'idée, c'était de permettre aux étudiants de travailler avec les choses qui les entourent, qui font partie de leur quotidien, sur lesquelles ils n'ont pas forcément le temps et l'occasion de poser un regard. Donc, c'était l'idée, voilà, prendre un peu de recul pour regarder notre famille, regarder Internet, regarder nos collègues, la relation qu'on entretient aussi avec nos amis, et imaginer que tout ça puisse être une matière artistique avec laquelle on va pouvoir travailler, créer des œuvres. Oui, alors Camilla, là, justement derrière toi, on te voit à l'image en train de filmer. Explique-nous quel était votre projet, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, mon projet, c'est un film que nous filmons à l'école avec tous les élèves des projets. Et puis, nous choisissons les adolescents avec les émotions, et l'heureux, la tristesse, tout ça. Et nous mélangeons tout. Mais c'est-à-dire, vous racontez des histoires ou vous-même vous interprétez des personnages? Qu'est-ce que vous avez filmé? Et nous sommes interpréter les personnages et aussi compter les histoires des adolescents. Alors, on raconte des histoires, mais certainement que vous voulez soulever là des émotions, mais aussi des questions, parce que le Phare, on sait que le festival a souvent cette vocation-là. C'est quelles interrogations est-ce que vous avez autour de ce projet? Ce qu'on essayait en tout cas de travailler avec eux, c'était valoriser le regard qu'ils portent sur ce qui les entoure, et donc de leur donner la parole. On parle beaucoup des adolescents, c'est intéressant aussi, on fait des œuvres, on fait beaucoup de choses sur eux. On avait envie de voir ce qu'eux, ils ont à dire et comment eux, ils créent quand on leur donne l'opportunité d'être des auteurs et pas seulement des interprètes. Donc ils se revendiquent comme auteurs aussi bien de matière artistique que de leur vie qu'ils mettent en fiction. Comme eux, ils désirent le faire avec des outils que nous, on leur propose. Mais c'est vraiment
eux qui choisissent les sujets qu'ils ont envie d'aborder, ce qui les préoccupe et ce qu'ils ont envie de communiquer aussi bien à un public d'adultes que d'adolescents. Ouais. Alors, des élèves du collège de Nyon-Marans, est-ce que c'est des élèves particuliers ou comment est-ce qu'ils ont été choisis? Le collège nous a proposé de travailler avec 3 classes, donc 2 classes en effectif réduit et une classe où est celle de Camille, justement, d'élèves qui sont arrivés en Suisse depuis peu de temps et qui ne parlent pas encore très bien français et qui donc ont besoin d'être dans une classe un peu adaptée à leurs besoins. Et donc on a réuni ces 3 classes ensemble et c'est eux qui ont été choisis pour faire ce projet avec nous. Et puis eux, ils nous choisissent aussi en acceptant de poursuivre l'aventure. Hein. C'est un échange entre d'accords mutuels de travail. Quoi. Ouais, voilà. Un échange aussi entre vous, Camilla, parce que finalement, on l'apprend, tu viens d'arriver en Suisse il y a quelques jours, tu habites même par ici, tout près de chez nous, mais est-ce que cet échange, il l'a permis aussi finalement, est-ce que tu puisses rencontrer d'autres élèves à l'école? Oui, mais c'est bizarre pour moi, mais c'est cool. Ouais. Du coup, vous avez pu créer aussi, j'imagine, des thématiques de discussion. Toi, notamment, on t'a vu filmer, je crois, du maquillage. C'était quoi la mise en scène? Et j'ai filmé le maquillage pour montrer les choses qu'utilise une adolescente, une fille. Une adolescente, c'est ça. D'accord, donc le quotidien des filles à la salle de bain, c'est ça? Avec peut-être les secrets aussi, les discussions qui vont avec? Ah oui, c'est le secret. Nous parlons avec ma petite... j'ai oublié le nom. En espagnol? Ma boyfriend. Ton meilleur ami? Oui. Ta meilleure amie, oui. Ça. Et elle me conte quelque chose, elle nous parle. C'est ça. D'accord, donc il y a des discussions qui sont prises, des vidéos qui sont enregistrées, plusieurs œuvres aussi, que ce soit, je crois, tant dans la musique qu'ailleurs. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il sera fait de ce projet? Il sera présenté notamment le 10 juin en version publique. Ça, c'est une bonne chose, mais qu'est-ce qui sera présenté? Ça sera la dernière étape de travail. Là, jusqu'à vendredi, on crée différentes œuvres et les étudiants commencent à travailler sur une œuvre, puis ils vont sur une autre, donc ils échangent aussi beaucoup. Il n'y a pas un groupe qui commence et qui finit quelque chose, ils ont tendance à se passer la main les uns aux autres. Et puis vendredi, on va regarder tout ce qu'on a fait. Et quand on revient en juin, on va faire une installation avec toutes ces matières et voir comment elles résonnent les unes à côté des autres et quel est le potentiel évocateur de ces œuvres. Aussi, voilà, là, en ce moment, c'est de manière indépendante, mais qu'est-ce que ça produit quand on rassemble tout ça dans une pièce? Et on invite le public à rentrer dans une chambre d'adolescents, quoi. Enfin, plus qu'une chambre, dans l'univers des adolescents. Ouais, alors, on rentre dans l'univers, j'entends aussi le rôle social, mais finalement, l'artistique dans tout ça, où est-ce qu'il se retrouve? Ils ont créé. Donc, ils ont appris à faire du montage vidéo, à filmer, à cadrer. Ils ont appris à dessiner, à faire de la musique, à faire du théâtre, de la danse. On a travaillé, excusez-moi, sur beaucoup de médias artistiques différents. Et eux, ils ont choisi ce qu'ils voulaient faire. On leur a fait une présentation, voilà, il y a ça, dans différents ateliers. Et puis chaque groupe a dit, moi je préférais faire de la vidéo, moi j'aimerais bien travailler sur des collages. Ils ont choisi ce qu'ils préféraient finalement. Ouais, ça s'appelle Autobiographie des affects. Et puis c'est un travail en collaboration notamment avec le festival Le Phare, à découvrir aussi le 10 juin au collège de Nyon-Marans. Marion, Camilla, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci à vous. Reportage photo au cœur des États-Unis, en Virginie, où des individus s'affrontent en duel dans le but de résoudre leurs différences. Ces street beef, comme on les appelle, filmés en vidéo et diffusés sur les réseaux sociaux, ont percuté l'œil de notre invité, Diego Saldiva. Bonjour. Bonjour. Alors, ces street beef, on dit ça comme ça, mais tu vas nous expliquer ce que c'est, parce que c'est ça qui a attiré ton œil et tu as choisi d'en faire un reportage photo à découvrir à la Galerie Focale de Nyon. Donc, les street beef, qu'est-ce que c'est? Alors, Street Beef, c'est un groupe qui s'est créé autour des actes en fait, de violence à la ville de Harrisonburg, aux États-Unis. Alors, il y avait un type spécial, Christopher Wilmore. Lui, c'est le fondateur du groupe. Il y avait un copain, lui, ou deux copains, lui, qui se sont fait assassiner dans la rue.
par des motifs banals, qu'il trouvait banals. Et il a décidé que pour que les gens résoudent ce problème, il faut qu'ils se fassent... qu'ils se combattent. Voilà, qui sont un devant l'autre, et qu'une manière de résoudre un problème, ça serait le vainqueur de ce combat, ça serait le vainqueur de la dispute. Et que la dispute s'arrête là, en fait. C'est une manière de régler les conflits. Voilà, donc pour ça, il fallait aussi avoir des témoins. Donc il y avait un groupe de personnes qui venaient regarder, parce qu'après, il faut que quelqu'un puisse confirmer que cette personne a vraiment gagné. Et bon, et à la fin, alors, l'honneur était restauré. Et bon, tout a commencé comme ça. Après, parce que les gens ont commencé à filmer avec leur téléphone. Et donc toi, tu vas partir au fait de ces histoires-là pour en faire ton reportage photo. Mais on voit les images là derrière nous. C'est pas du tout violent. Moi, ça m'a surpris. Je m'attendais à quelque chose de violent et au fait, pas du tout. Voilà, parce que peut-être qu'au départ, je ne vois pas ça comme un reportage tel quel. C'est plutôt un thème de départ qui m'a intéressé et que c'était une porte qui s'est ouverte par un monde à exploiter. Donc toi, tu cherchais les histoires de ces personnages. Qu'est-ce que tu cherchais? Voilà, c'est juste comme ça. Je ne voulais pas me concentrer sur ce qu'on pense avec violence. On pense à agression, à des actes physiques très concrets. Je ne voulais pas me concentrer à ça, mais plutôt à un côté plus romanesque, qui fait partie d'une histoire. Donc, quelle est la situation de chaque personne, de chaque personnage, de chaque individu, quel est le contexte, où il se trouve, quels sont ses désirs. Et, voilà. Donc, à quel moment est-ce que tu déclenches? Comment est-ce que toi, tu as construit ce reportage-là? Comment ça s'est fait? Alors, j'étais déjà sur un projet, avant ça, sur des catcheurs au Brésil. Et c'est un projet qu'en fait, c'est encore en progrès. Je travaille sur ça. Et ce sont des gens qui ont un peu de difficultés pour que les gens viennent les voir. Après, je me suis demandé pourquoi les gens ne sont pas intéressés. Je me suis aperçu que, bon, peut-être une des raisons, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu facile, avec tout l'accès qu'on a aux médias, de trouver des choses qu'on considère de la vraie lutte, parce qu'il y a aussi un malentendu. Quand on dit du catch, on pense que du théâtre, mais il y a des choses qui passent assez dures. Ils frappent vraiment, ils m'ont appris à faire des choses. Mais bon, mais la perception générale, c'est que c'est du théâtre et voilà. Mais c'est aussi peut-être aussi quelque chose qui nous induit en erreur, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'images partout. Toi, en tant que photographe, du coup, tu cherches aussi à faire des photos, mais des photos différentes. C'est quoi la différence, justement? Oui, maintenant, peut-être c'est la question c'est quoi d'être un photographe aujourd'hui, si chacun peut faire des images, voilà. Bon, exactement, j'étais face à cette question avec ce projet, parce que tous les témoins, tous les gens qui sont autour des combats, ils ont des téléphones, ils font des photos. Il y a après des copains qui viennent faire des photos aussi. Et comment mes photos peuvent être différentes de ces photos? Comment je peux apporter mon regard? Donc, j'avais aussi des appareils. Ça, je fais exprès. C'est aussi une méthode de travailler. Parce que mes appareils photo, ils ne sont pas très vite. Que ça, je ne peux pas faire les images instantané, comme ça. Donc, je dois réfléchir. C'était plutôt en argentique. À chaque fois que je fais une prise de vue, ça coûte un peu d'argent. Donc, tout ça fait qu'on doit réfléchir et concentrer à une méthode. Et du coup, qu'est-ce qui te fait déclencher? Bon, je ne suis pas une personne tellement froide comme ça. Parfois, je déclenchais même instantanément, automatiquement. Peut-être que ce ne sont pas des prises de vue que j'ai retenues pour l'expo, mais j'ai décidé de rester sur place, donc j'ai passé un mois, même plus, c'était en deux fois. Donc j'ai resté dans la maison des gens, j'ai parlé avec eux, je faisais des rendez-vous, je suivais un peu la vie de tous les jours. Donc j'avais aussi l'opportunité de choisir ce que je faisais. Ouais, donc derrière chaque photo, il y a une histoire que tu pourras notamment raconter lors du vernissage. Ça aura lieu samedi 22 mai à la Galerie Focale de Nyon pour découvrir l'exposition de Diego Saldiva. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée à toi. Merci à vous, pareil. Belle journée.
C'est tout pour la rétro, mais vous le savez, on se retrouve très vite pour plus de culture et plus d'aventure.